Bonjour, bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure d'économie et de droit et je vous propose aujourd'hui de corriger ensemble le sujet que je vous ai proposé en février pour le bac blanc d'économie et de droit. Commençons rapidement par une petite méthodologie générale. L'épreuve va durer 3 heures, vous le savez, donc quand vous faites un bac blanc, essayez de vous mettre dans les conditions de l'épreuve, donc de bien vous isoler pendant 3 heures et de consacrer de préférence 1h30 à l'économie, 1h30 au droit. Alors ce n'est pas une règle absolue en fonction de vos préférences, en fonction du sujet proposé. Des fois on peut évidemment accorder un peu plus de temps à une épreuve par rapport à une autre, mais globalement il faut essayer d'être assez équilibré, 90 minutes en économie, 90 minutes en droit. Quelles sont les compétences requises? Eh bien, vos connaissances, évidemment, et j'insiste là-dessus, connaissances de première et de terminale, parce que souvent, vous oubliez ce que vous avez appris en première, et c'est préjudiciable pour le traitement des sujets. Il va vous falloir également exploiter les documents. Exploiter les documents, ça veut dire quoi? Ça veut déjà dire les lire. Ça veut dire être capable de les analyser, tirer les idées principales, les chiffres importants, etc., etc. Et puis enfin, il va falloir faire une rédaction argumentée, c'est-à-dire que votre réponse, elle ne doit pas simplement citer le texte, elle doit s'appuyer sur le texte pour construire une argumentation, qu'il s'agisse de l'économie ou du droit d'ailleurs. Commençons par la partie économie. Alors, sur ce sujet, je vous proposais surtout de travailler les échanges internationaux multipolaires. Vous aviez 4 questions à traiter. Qu'est-ce que la balance commerciale? Qu'est-ce que la balance des paiements? Vous deviez également analyser le document numéro 1. Vous deviez également trouver quels étaient les points forts et les points faibles sectoriels des échanges extérieurs de la France. Et puis enfin, une réponse un petit peu plus argumentée, un petit peu plus structurée. Comment réduire le déficit commercial extérieur de la France? Alors commençons par la présentation des documents. Le document 1, c'était un document statistique, le solde de la balance commerciale dans quelques pays de l'Union européenne en 2014 en milliards d'euros. C'est une source officielle, l'INSEE. Et il y avait une vingtaine de pays qui étaient mentionnés. Et si vous avez bien regardé vos documents, vous avez vu qu'il y avait un ordre particulier dont nous allons reparler. Document 2, les échanges bilatéraux de la France. Alors là, c'est une analyse, encore une fois, officielle, une analyse de l'INSEE sur les échanges bilatéraux en 2014. Comment est-ce que les exportations et les importations ont évolué et pourquoi? Et puis enfin, le document 3, c'est cette fois-ci un article de presse, mais un article de presse spécialisé, toujours datant de 2014, et qui cette fois-ci était consacré aux origines du déficit extérieur de la France, c'est-à-dire pourquoi est-ce que la France a toujours ce déficit extérieur. Alors commençons par notre première question, qu'est-ce que la balance commerciale et qu'est-ce que la balance des paiements? Alors là c'est une pure question de cours, d'accord, une pure question de connaissance, sachant quand même que si vous lisez attentivement les documents, vous pouviez trouver une définition de la balance commerciale, vous pouvez vous appuyer sur les documents pour trouver une définition de la balance commerciale. Alors la balance commerciale, c'est un document comptable et ce document comptable va retracer à la fois la valeur des biens exportés et la valeur des biens importés. On va parler d'excédent commercial lorsque les exportations excèdent les importations ou de déficit commercial lorsque les importations sont supérieures aux exportations. Donc il faut bien donner tous ces éléments-là pour avoir une définition complète et obtenir tous les points. En ce qui concerne la balance des paiements, alors la balance des paiements, c'est quelque chose qui englobe la balance commerciale puisqu'il s'agit de l'ensemble des transactions économiques internationales que les agents économiques d'un État ont réalisées avec ceux du reste du monde. Ce qui signifie que dans cette balance des paiements, vous avez la balance commerciale. Sachant également, élément qu'on a dû vous donner en cours, la balance des paiements, elle est toujours équilibrée. C'est-à-dire que là où vous avez un déficit, vous trouverez forcément un excédent qui va compenser ce déficit. Question numéro 2, alors là je vous demandais de proposer une analyse du document 1. Alors c'est un document qui est relativement facile, mais il est important de savoir analyser des documents statistiques. Et là, l'idée c'était quel panorama on peut avoir de la balance commerciale de l'Union européenne.
Le solde de la balance commerciale au sein de l'Union européenne, en 2014 en tout cas, mais c'est vrai pour les années d'après, ça c'est pour votre culture, eh bien ce sont des données qui sont assez hétérogènes. Donc en fait, le solde de la balance commerciale de l'Union européenne, certes on peut avoir une vision globale, mais il va vite falloir s'intéresser aux différences entre les différents États membres. Alors vous aviez une vingtaine d'États et il fallait remarquer que dans la position des États, vous alliez du plus excédentaire au plus déficitaire. Donc il y avait une décroissance plus exactement dans la présentation des données. L'important c'était d'expliquer que vous aviez certains pays qui étaient très excédentaires, avec en particulier l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie et l'Irlande, que vous aviez d'autres pays qui étaient fortement déficitaires, avec le Royaume-Uni, la France, l'Espagne et la Grèce. Et puis enfin, que vous aviez au milieu un certain nombre de pays, Slovénie, Hongrie par exemple, qui ont une balance commerciale qui est relativement équilibrée. Alors là, évidemment, je vous propose qu'un plan pour répondre. Il est évident que quand on vous demande de proposer une analyse d'un document, il faut citer les chiffres. Donc quand vous dites que par exemple l'Allemagne est excédentaire, il faut expliquer pourquoi vous dites qu'elle est excédentaire, il faut citer un chiffre, etc. Donc de préférence, un chiffre par idée, c'est parfait. Troisième question. Quels sont les points forts et les points faibles sectoriels des échanges extérieurs de la France? Alors, à ce niveau-là, vous aviez à la fois un intérêt à exploiter le document 2, puisqu'on vous expliquait un certain nombre effectivement, de points forts et de points faibles sectoriels de la France, mais il fallait également vous appuyer sur vos connaissances personnelles. Alors très rapidement, les points forts de la France, ce sont les produits agricoles, l'aéronautique, les produits pharmaceutiques, les produits de luxe, les services. D'accord ? Quand on parle de produits de luxe, on s'intéresse à la parfumerie, aux cosmétiques, mais également, évidemment, si je vous parle de Vuitton, vous savez tout ce que c'est. Les services, eh bien, c'est le tourisme. On sait que la France est particulièrement excédentaire en matière de tourisme. Les points faibles, ça va être la consommation énergétique, notre consommation de matières premières, de pétrole, de gaz, etc. On est fortement dépendant de l'extérieur. Les produits manufacturés et puis les produits électroniques qu'on fabrique finalement très peu encore en France. Encore une fois, quand vous avez cette liste-là, si vous avez des idées de marque, si vous avez des chiffres à citer, eh bien, ça ne fera qu'enrichir votre copie et cela vous donnera des points supplémentaires, bien évidemment. Dernière question, la question analytique. Comment réduire le déficit du commerce extérieur français? Alors, cette question-là, elle est à la fois facile et difficile. Pourquoi? Parce que le sujet en lui-même n'est pas difficile. Pourquoi? Dans le document 4, vous aviez en réalité la liste des éléments qui peuvent être considérés comme des faiblesses, comme les raisons pour lesquelles la France est en déficit. Donc à partir du moment où vous avez les raisons pour lesquelles la France est en déficit, ce que vous devez faire, c'est inverser ça. C'est essayer de dire, bon ben voilà, la France est déficitaire pour telle raison, donc comment est-ce que je vais réduire le déficit? Eh bien en agissant sur cette raison. Alors, sur cette dernière question analytique, on vous demande évidemment d'argumenter et de structurer votre réponse. Donc, ce qui signifie qu'il faut une introduction et un petit plan. En termes d'introduction, 3 éléments systématiques, j'insiste bien là-dessus, que l'on doit forcément trouver dans votre introduction. Premièrement, une accroche, deuxièmement, une problématique et troisièmement, une annonce de plan. Alors, l'accroche, ça peut être un chiffre qui est déjà dans vos documents. Si vous avez un chiffre plus récent, une citation, quelque chose que vous avez retenu, ce sera considéré comme un atout pour votre copie. Donc par exemple, moi j'ai décidé de parler du déficit du commerce extérieur pour la France, qui est un déficit extérieur chronique et qui en 2016 est de plus de 48 milliards d'euros. Voilà. En ce qui concerne la problématique, alors au niveau de la terminale STMG du bac, on ne vous demande pas forcément de reformuler. Donc si vous n'arrivez pas à reformuler, ne passez pas de temps là-dessus, reprenez la question telle qu'on vous l'a proposée et ça ira très bien. Comment réduire le déficit du commerce extérieur? Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez essayer de reformuler la question, ce n'est pas forcément facile à chaque fois. En termes d'annonce de plan, en général, on s'attend à 2 idées principales. Là, en l'espèce, vos idées, elles étaient dans les documents. Afin de réduire ce déficit, il faut lutter contre les causes
qui sont à l'origine de ces déficits, les causes dont on vous parle dans le document 4. Il faut donc améliorer la compétitivité, première idée, et il faut modifier la structure même de nos exportations, idée numéro 2, donc compétitivité, structure des exportations. Première idée, améliorer la compétitivité. Alors la compétitivité, là ça renvoie à vos connaissances, il y a deux types de compétitivité, la compétitivité prix et la compétitivité hors prix. Donc quand on pense à améliorer la compétitivité prix, bien, on peut agir sur plusieurs leviers, on peut baisser le coût du travail, on peut augmenter la productivité et on peut investir. Tout cela peut entraîner une amélioration de la compétitivité prix. En termes de compétitivité hors prix, ça implique des investissements en termes d'innovation, en termes de recherche et développement, des investissements plutôt de qualité plus que de capacité. Deuxième idée qu'il fallait développer, modifier la structure des exportations et des importations. Alors en ce qui concerne les importations, notre gros défaut en France, c'est notre dépendance aux matières énergétiques et aux matières premières. Donc réduire la dépendance énergétique, eh bien, c'est une idée qui est facile à expliquer, après que c'est un petit peu plus difficile à mettre en place, mais ça peut être une justification notamment eh bien, à tout ce qui relève de l'économie verte, à développer les énergies renouvelables qu'on peut maîtriser peut-être un petit peu plus que effectivement l'approvisionnement en pétrole ou en gaz naturel, où là on n'a tout simplement pas ou peu de ressources. Deuxième piste possible à exploiter, rééquilibrer la structure des exportations. Dans le document, on vous expliquait que la France avait des exportations qui étaient déséquilibrées en termes de structure. Pourquoi? Eh bien parce qu'on est concentré sur peu de secteurs d'activité, alors que d'autres pays européens ont des exportations d'une structure beaucoup plus large. Donc, il faudrait un peu développer nos activités. Et puis, il faudrait également... et là on a un défaut mais qui est lié à notre tissu économique, il faudrait renforcer le rôle des PME dans les exportations. Les PME, étant donné que la France est fortement basée sur un tissu économique où la base ce sont les PME, ce sont les petites et moyennes entreprises, eh bien il faudrait faciliter pour ces PME la possibilité d'exporter, parce qu'en général ce sont plutôt les grandes entreprises qui exportent. Or, comme la France a peu de grandes entreprises par rapport à d'autres pays, on est aussi en difficulté par rapport à cela. Et puis, dernier élément, développer les exportations vers les pays émergents. Notre principal partenaire économique, ça reste l'Union européenne. C'est une bonne chose parce que c'est une sécurité, mais il faut également ouvrir nos horizons à ce niveau-là. L'Allemagne, par exemple, ne s'est pas empêchée d'aller exporter en Asie du Sud-Est. Et c'est ce que la France doit faire, elle doit essayer d'aller conquérir de nouveaux marchés vers des pays émergents. Pourquoi? Parce que ce sont des pays où il y a une croissance qui est plus importante et donc où les marchés vont s'ouvrir et se développer de manière peut-être pas exponentielle, mais en tout cas où il y a une possibilité de faire des affaires et des affaires intéressantes. Voilà, on en a fini avec l'économie. Je vous propose maintenant de passer à la partie droit. Alors la partie droit, eh bien, c'est en général à 99,9% la résolution d'un cas pratique. Donc il va falloir utiliser vos connaissances et utiliser les documents qu'on vous a donnés pour proposer une solution juridique à un problème que l'on vous pose. Alors en l'espèce, on avait une société qui vend et qui entretient des piscines depuis 20 ans, qui fait des bénéfices, pas de problème. On avait une autre société, donc première société, Swim & Clean. On a une deuxième société qui, cette fois-ci, qui s'appelle Spa Malin et qui fonctionne également très bien. Dans chacune de ces sociétés, on a un salarié. Donc pour Swim & Clean, c'est Alain qui travaille... c'est Eric qui travaille pour Swim & Clean. Et c'est Alain qui travaille pour Spa Malin. J'espère que vous appréciez quand même le nom des entreprises parce que ça m'a demandé un petit peu de recherche. Donc ces deux personnes décident de quitter leurs entreprises respectives, elles démissionnent et elles vont eh bien, s'associer. Alain et Eric s'associent. Pourquoi? Pour créer eux-mêmes une SARL. Ils vont créer une SARL qu'ils appellent Nager-Bullet. Encore une fois... reconnaissez quand même l'intérêt du nom.
Et nager bullé a un objet social, c'est la vente et l'entretien de piscines et de spas, donc ce qui veut dire qu'il y a quand même un lien avec ce que faisaient Alain et Eric avant. Ils vont apporter chacun 5 000 € et leurs compétences. Et puis, ils remplissent les modalités qui sont nécessaires à l'immatriculation de cette nouvelle personne morale. Au niveau de l'activité, on vous dit que les débuts sont difficiles. Et il faut qu'ils arrivent à se faire leur place dans le marché. Et qu'est-ce qu'ils décident de faire ou qu'est-ce qu'ils font malgré eux, on ne sait pas trop. Ils vont mettre en cause en fait, leurs anciens employeurs de différentes manières, mais l'idée c'est quand même que d'un côté ils vont dire que les filtres sont défectueux et de l'autre ils vont dire que les délais sont rarement respectés et qu'il y a un certain nombre de défauts dans les spas. Donc 2 ans après la création de Nager et Bullé, la société Swim & Clean, c'est-à-dire l'ancien employeur d'Eric, observe une baisse significative de ses bénéfices. Et l'autre société qui employait cette fois-ci Alain, Spa Malin, voit un chiffre d'affaires qui va reculer. À partir de cette situation, on voit que vous avez plusieurs chapitres qui sont nécessaires à la compréhension du sujet, la responsabilité civile, le contrat de société et la concurrence déloyale. Les questions étaient relativement simples, qualifier juridiquement les faits, en tout cas si elles ne sont pas simples, elles sont classiques. Le contrat de société est-il valable? Alors, je vous ai mis justifié, mais il est évident que même si on ne vous met pas justifié dans la question, vous devez forcément justifier votre réponse. Et puis, troisième élément de question, les sociétés Swim & Clean et Spa Malin peuvent-elles engager la responsabilité de la SARL Nager et Bullé? Pour cela, pour traiter ces questions, vous aviez 3 annexes. Première annexe, l'article 1832 du Code civil, alors que en théorie, vous devriez connaître. Mais c'est cet article-là qui définit les conditions de validité du contrat de société. Donc, je vous laisse lire tranquillement, on en rediscutera après. Et puis, l'article 1240 du Code civil. Alors, cet article 1240, c'est le principe de la responsabilité civile. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Encore une fois, ça, c'est une règle que vous devez connaître. Dernière annexe, peut-être un petit peu plus particulier, c'est un texte qui est consacré à l'action en concurrence déloyale. Alors, dans ce texte, vous aviez à la fois la définition de l'action en concurrence déloyale, l'ensemble des procédés concurrentiels contraires à la loi, aux usages constitutifs d'une faute intentionnelle ou non, et de nature à causer un préjudice à un concurrent. Sachant que la jurisprudence, on vous l'explique, associe la concurrence déloyale, l'action en concurrence déloyale, à la responsabilité civile. Et puis enfin, on vous donne des cas de concurrence déloyale, l'imitation, le dénigrement, la désorganisation de l'entreprise et le parasitisme. À partir du moment où on vous fait le lien entre concurrence déloyale et responsabilité civile, ça veut dire que les conditions nécessaires à la responsabilité civile doivent être réunies pour qu'on puisse engager cette responsabilité. Une faute, un dommage, un lien de causalité. Ce qui veut dire que finalement, ce texte-là, c'est un rappel de votre cours. Je vous ai, pour le coup, un petit peu mâché le travail en termes de responsabilité. Première question, qualifier juridiquement les faits. Alors, quand on vous demande de qualifier juridiquement les faits, il faut que vous trouviez le vocabulaire juridique qui est en lien avec l'affaire qu'on vous a proposée. Donc, première chose, on avait 2 personnes qui étaient salariées. Eric était salarié de Swim & Clean, Alain était salarié de Spa Malin. Ils étaient donc tous les deux liés à leurs employeurs par ce qu'on appelle des contrats de travail, liens de subordination, rémunération, prestation de travail, ça vous devez le savoir. Ces 2 personnes décident de démissionner et ils vont conclure ensemble ce qu'on appelle un contrat de société. Ils vont donc être associés. Ils ont créé ce qu'on appelle une SARL, une société à responsabilité limitée. Et cette société à responsabilité limitée, ils l'ont immatriculée régulièrement. Et par ce fait, ils en ont fait une personne morale. Donc la personne morale, comme la personne physique, est responsable de ses actions. Lors des rencontres avec les clients, Eric et Alain vont procéder à un dénigrement
a priori, ce serait plutôt une pratique de concurrence déloyale de leurs anciens employeurs. Et puis enfin, les sociétés Swim & Clean et Spa Malin ont toutes deux subi un préjudice et elles souhaitent engager la responsabilité civile de Nager et Bullet. Voilà pour la qualification juridique des faits. Deuxième question, la question du contrat de société et de sa validité. Alors, le contrat de société, comme son nom l'indique, est d'abord un contrat. Ce qui signifie que pour que ce contrat soit valide, il faut à la fois remplir les conditions générales de validité du contrat de société et les conditions particulières au contrat de société. En ce qui concerne les conditions générales, les conditions générales, c'est un consentement libre et éclairé, c'est-à-dire que ce consentement ne doit pas être vicié par l'erreur, le dol ou la violence, la capacité des parties, un objet certain et licite, et enfin une cause licite. Alors, il faut savoir que la cause licite ne fait plus partie des conditions de validité pour les contrats conclus à partir du 1er octobre 2016. Là, on ne sait pas quand le contrat de société a été conclu, donc j'ai quand même mis cette condition générale-là. À partir du moment où ces conditions générales sont remplies, elles sont respectées et donc le contrat remplit les conditions générales. Alors, j'espère que vous avez bien remarqué comment j'ai construit cette partie-là. D'abord, le droit, ensuite, on applique. D'accord ? Là, il n'y a pas de difficulté puisque ce n'est pas vers les conditions générales qu'on va avoir un petit problème. Donc, on énumère la règle de droit, les exceptions, et après, on les applique au cas d'espèce. On a des conditions générales, les conditions générales sont respectées, tout va bien. On va faire pareil pour les conditions de validité qui concernent spécifiquement le contrat de société, donc les conditions spécifiques. Ces conditions spécifiques, vous les retrouvez à l'annexe 1, donc à l'article 1832 du Code civil. Dans ces conditions spécifiques, on a une pluralité d'associés, on a des apports de la part de chaque associé et on a une participation aux bénéfices et aux pertes. Il faut savoir qu'à ces trois conditions, la jurisprudence est venue en ajouter une quatrième qui est ce qu'on appelle l'affectio societatis, c'est-à-dire la volonté pour les associés de collaborer dans la société. Alors, une fois qu'on a énuméré ces conditions, qu'on les a expliquées, on va les appliquer au cas d'espèce. Est-ce qu'on a une pluralité d'associés ? Oui, Éric et Alain sont deux associés, donc on a bien notre pluralité d'associés. Est-ce qu'on a des apports de la part de chaque associé ? Oui, puisqu'on a ce qu'on appelle des apports en numéraire, 5 000 € chacun, et puis en industrie, puisqu'ils apportent chacun ce qu'on appelle leurs compétences. Est-ce qu'il y a une participation aux bénéfices et aux pertes ? Alors là, on ne le sait pas. Mais il n'y a rien qui indiquerait qu'ils n'ont pas prévu de participer aux bénéfices et aux pertes, donc on part du principe que le contrat est valide. Et puis enfin, est-ce qu'on a cette affectio societatis ? À partir du moment où on voit que les deux associés ont prévu de combiner leurs compétences respectives au sein de la société, on voit qu'ils ont une véritable volonté de collaborer. Donc, les conditions de validité à la fois générales et à la fois spécifiques sont remplies. Le contrat de société que nous avons est donc valable. Troisième question, les sociétés peuvent-elles engager la responsabilité de Nager Bullet ? Alors, les règles de droit. Tout d'abord, lorsqu'une personne va estimer être victime de concurrence déloyale, elle va pouvoir engager la responsabilité civile de la personne à l'origine de cette concurrence déloyale. D'accord ? En l'espèce, il se trouve que la concurrence déloyale, le dénigrement, il est fait par deux personnes et ces personnes sont associées ou employées, ça on ne le sait pas. Enfin, on sait qu'elles sont associées, on ne sait pas si elles sont également employées, salariées, par la société Nager Bullet. La société Nager Bullet a la personnalité morale. Donc, c'est bien Nager Bullet qui va être responsable civilement. La responsabilité civile délictuelle, on retrouve les conditions à l'article 1240 du Code civil et on les retrouve également dans l'annexe 3 avec notre notion de concurrence déloyale. Il faut une faute, un dommage et un lien de causalité. Enfin, il va falloir faire le lien entre responsabilité civile et concurrence déloyale et expliquer quel acte de concurrence déloyale, en présence de quel acte de concurrence déloyale on est.
Ici, on va donner une définition de la concurrence déloyale. Je ne reviens pas dessus, je l'ai déjà fait. Et on va expliquer les différents cas de concurrence qu'on a vus, imitation, dénigrement, désorganisation, etc. et parasitisme parlant. D'accord ? Voilà notre règle de droit. Maintenant, il va falloir qu'on applique cette règle de droit. Donc, en l'espèce, on a une société, on a deux sociétés, qui ont subi ce qu'on appelle un préjudice matériel, puisque pour l'une, c'est la perte de bénéfices et pour l'autre, une diminution du chiffre d'affaires. Donc, c'est un préjudice matériel, c'est un préjudice financier. La société Nager et Bullet a-t-elle commis une faute? Eh bien, apparemment oui, puisqu'elle a dénigré les anciens employeurs. Donc, ce dénigrement a lieu par l'intermédiaire d'Éric et d'Alain. Il s'agit donc d'un procédé de concurrence déloyale. Et à partir de ce moment-là, on sait que les sociétés, eh bien, elles ont subi leur préjudice à partir du début d'activité de la société Nager et Bullet et après avoir été dénigrées. Donc, on a bien un lien de causalité entre d'un côté la faute et de l'autre le dommage. Quelle conclusion peut-on en tirer? Eh bien, la concurrence déloyale semble caractérisée. Les deux sociétés sont donc fondées à engager la responsabilité civile délictuelle de Nager et Bullet. Et qu'est-ce qu'elles vont pouvoir demander comme réparation? Alors ça, pensez-y forcément. Quand on vous pose une question de responsabilité, c'est bien de voir quelles conséquences peut avoir l'engagement de la responsabilité en termes de réparation. En termes de réparation du préjudice, quand on est en présence d'une concurrence déloyale, il y a deux types de réparation. Tout d'abord, la cessation du dénigrement. D'accord ? Donc, en fait, on demande à la société qui est mise en cause d'arrêter les pratiques de concurrence déloyale. Et puis enfin, le versement de dommages et intérêts qui est beaucoup plus classique en termes de réparation. Alors là, je me rends compte que je vous ai écrit 2 fois les mêmes choses, je pense, non? Donc je reprends, c'est pas grave, j'ai dû réécrire 2 fois les mêmes choses. Les sociétés Swim and Clean ont subi un préjudice matériel, la perte de bénéfices. La société Nager et Bullet a commis une faute par l'intermédiaire d'Éric. Ils ont subi un préjudice suite au début d'activité de la société, après avoir été dénigrés, donc une concurrence déloyale caractérisée, une réparation de préjudice avec cessation de dénigrement et dommages et intérêts. Je vous remercie de votre attention, j'espère que cette correction vous aura été utile. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous proposer ce corrigé. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas. Et puis, bien, moi je vous dis à bientôt sur DigiSchool.